Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette 245e rencontre Un endroit où aller, où ce soir j'ai l'immense plaisir d'accueillir Déborah Waldman qui est chef d'orchestre et Pauline Sommelet qui est chef du service personnalité au magazine Point de Vue et qui ont écrit ensemble un merveilleux récit qui s'appelle La Symphonie oubliée, sorti aux éditions Robert Laffont. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Vous êtes synchro comme dans l'écriture, comme dans ce livre, c'est magnifique. Avant qu'on parte directement dans l'histoire de cette symphonie oubliée, je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent vous poser des questions par l'intermédiaire de l'onglet Converser et Frédéric se fera un plaisir de venir vous les poser à la fin de notre entretien. Alors, la symphonie oubliée, Déborah Waldman, donc vous êtes la première chef d'orchestre nommée en 2020 en France. C'est un honneur parce qu'on n'a pas tous les jours cette chance d'avoir une chef d'orchestre. Qu'est-ce que ça vous a fait d'être nommée première femme chef d'orchestre en France? Alors, quand j'ai été nommée, je ne savais pas que c'était une première en France. Pour moi, être nommée, c'était tout simplement un cours naturel des choses qui devaient suivre mon histoire, puisque j'étais étudiant, j'ai commencé à diriger et un jour, je serais nommée. Et donc, naturellement, j'ai été nommée même au bout de 10 ans d'essai. Et après, j'ai appris que c'était donc une première pour la France. Et là, ça m'a fait poser des questions, ça m'a fait refaire l'histoire sur le passé en disant, si c'est une première, ça veut dire qu'avant, il n'y en avait aucune. Ça veut dire que ce n'était pas possible et désormais c'est possible. Et là, j'ai compris peut-être la grandeur de la chose qui venait d'arriver. Alors, je vais vous montrer tout de suite à l'écran la couverture de votre livre, voilà, La Symphonie oubliée. On voit sur la couverture, donc alors, à ma gauche, on voit Charlotte Sohi et à ma droite, on voit vous, Déborah Waldman. Alors, cette symphonie oubliée, ça commence quoi, en 2013, si j'ai bonne mémoire, Absolument. 2013, en 2014. Et votre rencontre avec Pauline, ça s'est passé au même quand? Alors, un peu plus tard, au moment où j'avais un ami en fait, qui m'a juste donné l'idée d'écrire un livre. Et donc, j'ai sollicité une autre amie qui est écrivain. Et elle me dit, mais en fait, qu'elle elle sait pas, elle n'en sait rien de la musique classique. Elle préfère me faire la connaissance de quelqu'un qui s'y connaît. Et c'est là qu'il nous a fait rencontrer Pauline. Et là, j'étais ravie tout de suite. Parce que oui, je vais le rappeler. Ouais. Pauline, oui, parce que c'est vrai allez-y. que moi, je ne connaissais pas Déborah et je connaissais encore moins Charlotte Sohi, qui est l'autre protagoniste du livre. Et quand cette amie commune nous a présenté, évidemment, le parcours de Déborah m'a tout de suite intéressée et plu. Mais c'est vrai que quand elle m'a dit, j'ai redécouvert la musique d'une compositrice qui s'appelle Charlotte Sohi et c'est vraiment qui a notamment écrit une symphonie formidable et c'est génial. J'étais, premier mouvement, assez sceptique en me disant, en ayant ce réflexe finalement qu'on a un peu tous, pourquoi, si c'était si bon et si c'était de la si bonne musique, elle serait parvenue jusqu'à moi, puisque moi, j'ai fait de la musique petite et j'en ai fait un petit peu ma spécialité au sein de ma carrière à Point de Vue. Donc voilà, j'avais un petit peu peur de me lancer sur une histoire dont peut-être la musique ne valait pas la peine, mais la suite m'a détrompée. Alors pour ceux qui nous regardent, cette symphonie n'a jamais été jouée, donc ça c'est vertigineux puisque c'est Déborah qui l'a jouée pour la première fois. Donc elle a été créée pendant la Première Guerre mondiale, si je me trompe, et elle a été écrite, pardon. Oui, elle a été écrite pendant la Première Guerre mondiale, mais jamais jouée. Et d'ailleurs, il y a une question que vous posez dans le livre, c'est comment Charlotte Sohi a pu écrire ce chef-d'œuvre et l'abandonner tout de suite. Est-ce que vous avez la réponse à cette question qui est posée dans le livre? On a émis des hypothèses, mais on n'a pas la réponse. Une des hypothèses, c'est qu'elle écrit notamment cette symphonie pendant, donc, vous l'avez dit, la Première Guerre mondiale, dans un contexte qui est quand même assez difficile, à la fois sur le plan national, puisqu'évidemment, c'est la guerre et le cortège de mort qu'elle apporte, et très vite, elle s'aperçoit que la guerre va durer. Très tôt dans la guerre, elle perd un de ses amis, qui est Albéric Magnard, qui était un compositeur de l'époque, très connu à l'époque aussi, et qui était aussi un ami de son mari, puisque donc Charlotte Sohi, pour la resituer, elle est née en 1887 et elle épouse aussi en 1909 un compositeur et chef d'orchestre, connu à l'époque lui aussi, Marcel Labbé, et ils forment un couple très fusionnel de musiciens et de compositeurs. Mais quand la guerre éclate, Marcel est mobilisé, part sur le front. Elle a
3 enfants, elle est enceinte du 4e. Et c'est vrai que cette symphonie, elle va quand même en accoucher dans la douleur, tout en poursuivant un peu comme on s'accroche à une bouée pendant cette période si difficile de composer, même dans les moments les plus tragiques de la guerre, et elle en connaît. Et moi, j'ai un petit peu imaginé, à la faveur des documents que le petit-fils de Charlotte a mis à notre disposition, mais aussi forcément en remplissant des blancs, qu'après, cette symphonie évoquait en elle des souvenirs un petit peu douloureux et qu'elle préférait passer à autre chose. Et Déborah, elle a aussi une autre hypothèse plus musicologique, on va dire. Oui, c'est qu'en fait, elle était donc élève de Vincent d'Indy. Et elle était passionnée par la voix, tout ce qui est vocal. Et en fait, elle a dit un jour au maître, j'ai très envie d'écrire un opéra. Et maître Vincent d'Indy lui dit, très bien, mais avant d'écrire un opéra, il faut écrire une symphonie. Et donc, elle en écrit une pour passer évidemment à son but ultime qui était l'opéra. D'accord. Il y a quelque chose qui est très... je voudrais rebondir. Tout à l'heure, Déborah a dit que c'était difficile parce qu'elle était une femme pour être chef d'orchestre. Justement, Charlotte Sohi, elle signait ses partitions CH Sohi. Pourquoi elle ne signait pas de son prénom Charlotte? C'était pour faire croire que c'était un homme, c'est ça? Très probablement, il y a ce CH qui peut donner Charles, qui est aussi le prénom de son grand-père maternel. Et elle utilise aussi parfois d'autres pseudonymes pour signer ses œuvres. Donc, évidemment, c'est quand même plus facile à l'époque, même si finalement, la fin du 19e et surtout le début du 20e, la belle époque durant laquelle elle sort de la Schola Cantorum, l'école où elle a été formée vers 1908-1909 quand elle se marie, en fait. Donc jusqu'à 1914, il y a 5 ans de plein exercice de son art. Et à cette époque-là, l'époque est assez favorable aux compositrices. Elles sont quand même insérées dans les cercles de production musicale de l'époque, qui sont principalement les salons, mais aussi des salles de concert dans lesquelles Charlotte Sohi est jouée. Et puis, elle, sur le plan personnel, elle a Vincent d'Indy qui croit en elle, qui est son maître. Elle a son mari qui est persuadé que la musique qu'elle écrit est géniale et qui va la soutenir énormément. Elle avait un père aussi qui était tout à fait favorable à son épanouissement musical. Donc, en cela, elle a eu beaucoup de chance par rapport à son époque. Charlotte Sohi, c'était aussi ça qui était intéressant à raconter, c'est de montrer que même si l'époque était ce qu'elle était, et évidemment n'était pas forcément favorable aux femmes, déjà, les femmes compositrices existaient et on les a oubliées pour d'autres raisons après, mais finalement, il y a des retours de balancier de l'histoire qui ont fait qu'on les a oubliées. Et Charlotte Sohi, au sein de cet univers, elle était plutôt favorisée. Mais néanmoins, on observe quand même que voilà, elle a ce besoin de temps en temps d'utiliser des pseudonymes qui doivent lui rendre les choses plus aisées. Alors, il n'y a pas que la vie de Charlotte Sohi dans ce récit, il y a aussi la vie de Déborah qui est... Moi, je vais me permettre de l'utiliser, c'est quand même un parallèle de vie de 2 grandes femmes, j'ai envie de dire, parce que votre vie, Déborah, elle est pas banale. Voilà, donc là, on voit à l'écran, c'est Charlotte Sohi. Merci Frédéric de nous allumer si bien la rencontre. Donc, il y a ce parallèle à 1 siècle d'écart. Et le livre s'ouvre, on est à, je crois que c'est à Besançon, c'est ça, en 2019. On a Toulon. Oui, d'abord. Ouais. Moi, je suis partie à Besançon parce que Besançon, c'est important, mais oui, c'est Toulon. Non, mais vous avez raison. Le prélude du livre, vraiment, il est à Besançon. Et après, on repart en arrière à Toulon, qui était le lieu de rencontre entre Déborah et le petit-fils de Charlotte Sohi. Qu'est-ce qui s'est passé là, à Besançon? À Besançon, en juin 2019. Ouais. En fait, on a tout simplement fait donc, la création mondiale, ce qui veut dire pour la musique classique, c'est quand on joue pour la première fois une partition. Donc, la main de Charlotte, elle a écrit la symphonie. Donc, il y a les manuscrits, il y a les réductions piano, il y a l'orchestration, il y a même les parties d'orchestre qui sont faites, c'est-à-dire violon 1, violon 2, toutes les parties. Mais voilà, ils n'ont jamais vraiment pris l'espace de s'asseoir tout le monde ensemble, de la faire exister, cette pièce. Et donc, nous, à Besançon, on a fait la création mondiale. C'était un moment extrêmement intense parce que donc, c'était beaucoup d'années d'aboutissement du travail. Et puis, moi, j'avais un peu une appréhension, est-ce que les musiciens vont aimer cette musique? Parce que moi, personnellement, je l'ai adorée et j'ai convaincu tous les gens à côté de moi. Sauf que, est-ce que les musiciens qui ont l'habitude de jouer, comment ils vont apercevoir? Et en fait, au fur et à mesure qu'on avançait, tout de suite, les musiciens sont venus me dire que merci de leur faire découvrir une telle belle musique.
Donc ça, c'était à Besançon. Et la semaine dernière, nous avons joué la même pièce donc à Radio France avec l'Orchestre national de France. Et ça s'est confirmé de nouveau. Les musiciens étaient mais ravis d'entendre une pièce du répertoire de telle qualité qu'ils n'ont jamais joué. Et comment ça se passe? Parce qu'il n'y a pas de référence, puisqu'elle n'a jamais été jouée. Comment vous avez fait? Alors, c'était un grand travail d'abord d'édition, puisqu'il n'y avait pas d'édition. Donc, avec les petits-fils, nous avons échangé jour et nuit des textos, des WhatsApp, vraiment, il faut écrire un livre avec tout ce qu'on a fait, peut-être. Là, il y a un point, là, il y a un dièse manquant. Là, en fait, elle a oublié un bémol. Là, on va le corriger parce qu'on est sûr qu'elle voulait, mais des choses comme ça. Donc là, maintenant, on a une très belle édition. Et après, il y a toutes les conceptions sonores, parce que moi, je voyais donc dans son langage, il y a beaucoup de Debussy, il y a des Wagner, bien sûr. Oui. Quelle conception du son je vais lui donner? Il fallait presque s'attacher à aucune tradition, il fallait inventer une. Et donc, là où j'avais vraiment un fil, c'était la vocalité de cette musique, les couleurs. Et je me suis dit, parce qu'à un moment, je sentais que cette pièce s'est révélée à moi. Et elle s'est montrée comme elle est. Et je me suis dit, en fait, c'est du Charlotte Sohi. Et c'est tellement fort sa personnalité qu'il n'y avait pas besoin d'autres références. Et ça s'est confirmé la semaine dernière quand on a vu aussi la trajectoire que l'œuvre a fait entre 2019 et 2021. Et la maturité et la dimension, même sonore, je dirais, parce qu'elle dure la même chose, mais elle a pris beaucoup d'envergure, je dirais. Et vous, Pauline, quand vous l'avez entendu pour la première fois, vous avez travaillé, donc vous avez écrit, quand vous l'avez entendu, il s'est passé quoi? Immense émotion, parce que justement, c'est quand même très frustrant. On avait travaillé déjà 2 ans sur l'écriture et le projet du livre. Et moi qui ne suis pas chef d'orchestre et qui n'est pas la partition qui se joue dans ma tête quand je lis une partition d'orchestre, au contraire de Déborah, j'étais un peu toute seule avec cette musique dont elle me disait qu'elle était formidable. Alors, il y a des reconstitutions par ordinateur, mais qui sont encore plus frustrantes qu'autre chose parce que c'est assez horrible, en fait, quand on écoute la musique jouée par ordinateur. Donc, ça n'apportait pas grand-chose. Et donc, pouvoir vivre la création en direct et m'apercevoir qu'en effet, cette musique, elle était très émouvante, qu'elle avait énormément de personnalité, qu'elle était d'une grande qualité, en effet. C'était quand même un très beau moment. Et si je peux rebondir aussi sur ce qui a été dit, ce qu'on a essayé de raconter aussi un petit peu en toile de fond du livre, c'est le défi que c'est de faire jouer. Donc, Déborah a expliqué ces problématiques de partition qui n'existent pas, qu'il faut éditer. Donc, ça coûte de l'argent ou en tout cas du temps. Convaincre des musiciens, mais ça, je n'avais pas de doute sur le fait que Déborah, qui a un charisme évident, allait convaincre ses musiciens, mais convaincre avant tout un programmateur de jouer de programmer une pièce qui n'a jamais été entendue d'une compositrice que personne ne connaît. Pour faire venir des gens au concert, ce n'est pas forcément évident. Et la chance qu'on a eue, je crois, surtout Déborah, c'est qu'au moment où, parce que finalement, on avait commencé le projet du livre et elle était dans ce processus de convaincre et de réussir à ce que la programmation de l'œuvre, d'abord à Besançon et puis ensuite avec le National jeudi dernier à Radio France, se fasse. Les portes commençaient à s'ouvrir sur, en effet, la valeur des femmes compositrices et le fait qu'elles aient pu être méconnues, injustement oubliées. Et je crois qu'en termes de temporalité, on arrive à un moment où tout d'un coup, on est prêt à les entendre. Et ça, c'était doublement émouvant. Mais est-ce qu'on peut dire non à Déborah Waldman? Moi, je n'ai pas pu, en tout cas. Donc... je peux dire non. Après, la personne qui a accepté, c'est Jean-François Verdier, à qui je remercie encore. Et il a tout simplement aimé les projets. Il a appelé la symphonie mystère parce qu'il ne savait pas de quoi il s'agissait. Et en fait, je suis allée chez lui, je lui ai montré la partition, on a écouté ensemble, j'ai joué et tout. Et à la fin, il a dit oui, ok. Donc, ce n'est pas moi qui a convaincu, c'est Charlotte. Oui, mais vous avez une obsession. À partir du moment où on vous a parlé de Charlotte Sohi, que vous avez lu cette partition, tout de suite dans votre tête, vous avez eu ce but. Donc, à partir du moment où je pense vous avez une obsession, je pense que ça ne peut aller qu'au bout. Et je pense que Pauline ne me contredira pas puisqu'elle a travaillé avec vous. Il y a une double performance aussi dans ce récit, c'est que c'est Pauline donc, qui a écrit à votre place,
à la première personne, et ça, je tiens à le souligner, c'est quand même remarquable, Pauline. C'est vrai, je me suis posé la question, est-ce que c'est Déborah qui est intervenue? Comment elles se sont partagées le travail? Et vous m'avez confirmé tout à l'heure que c'était bien vous. Donc là, je tiens à le souligner, il faut vraiment, amis auditeurs, que vous achetiez ce récit, parce que rien que pour ça, ça vaut le coup aussi. C'était compliqué de se mettre dans la tête de Déborah Waldman pour écrire? Oui, c'était un exercice un petit peu étrange au début, mais en même temps, c'était assez grisant. Moi, je crois que ce qui m'a beaucoup plu, donc tout de suite dans le projet au départ, c'était de faire parler ces deux femmes à un siècle d'écart. Dont au départ on a l'impression que tous les opposent. Il y en a une qui est née dans la bourgeoisie parisienne de la France de la fin du 19e, qui est catholique pratiquante, voilà, insérée dans un milieu avec énormément de codes, très privilégié, il faut bien le dire. Et il y en a une autre qui est née au Brésil, qui est ensuite partie vivre dans un kibbutz à l'âge de 4 ans, dans des conditions vraiment romanesques, qui a poursuivi sa passion de la musique même au kibbutz où il n'y avait même pas la flûte qui était l'instrument dont elle rêvait, donc elle faisait du piano, mais elle doit attendre ensuite de repartir à Sao Paulo au gré des pérégrinations familiales pour pouvoir apprendre l'instrument qu'elle aime. Cette passion de la musique qui ne l'a jamais quittée, moi ça me parlait énormément, puis je crois que j'avais une grand-mère qui ressemblait un petit peu à Charlotte Sohi sous certains aspects, et j'avais l'impression d'être un petit peu un trait d'union culturel entre Charlotte et Déborah, au-delà de la musique qui les réunit finalement d'une manière incroyable, parce que plus le travail avançait, plus je m'apercevais qu'en fait, elles avaient énormément de points communs, Charlotte et Déborah. Donc ça, c'était une inspiration formidable. Et est-ce que, Déborah, vous avez dirigé Pauline? Non, je pense que dans le travail l'entretien qu'on faisait, pour moi, c'était lui donner de la matière et je lui ai fait vraiment entière confiance, et j'ai eu raison d'ailleurs, d'en faire ce qu'elle voulait. Et après, à nouveau, dans les échanges entre le premier manuscrit, évidemment, comme quand on est journaliste et qu'on fait une interview, si on vous demande de relire les propos sur lesquels on dit je, évidemment, on dit vous pouvez les amender, mais là encore plus, je lui ai dit voilà, c'est toi qui parles, donc fatalement, tu me dis si. Mais finalement, c'est vrai que la voix de Déborah, je l'ai trouvée assez vite, et pour cela, je me suis aussi beaucoup immergée dans la littérature israélienne. J'ai essayé de me plonger un petit peu dans tous ces univers qui me faisaient complètement rêver, en fait. Et ce qui était assez passionnant pour moi dans ce travail, c'est que quand j'étais un petit peu fatiguée de Charlotte et de la Belle Époque, hop, j'allais me promener dans le kibbutz de Déborah. Et puis quand j'avais marre du kibbutz, je revenais chez Charlotte. Moi, j'ai adoré ce voyage. Moi aussi, j'ai adoré le voyage. En tant que lectrice, j'ai adoré. Déborah, est-ce qu'on pourrait parler de votre grand-père? Parce que vous portez son nom, finalement. Oui, Waldman. Effectivement, donc le livre raconte un peu son histoire. C'était quelqu'un, en tout cas dans la légende familiale, d'extraordinaire. Et quand il arrive au Brésil, donc sans rien, il épouse ma grand-mère qui est une brésilienne mais joyeuse et très typique, disons. Elle dégage vraiment la joie de vivre. Et mon grand-père, pour moi, en tout cas, je l'ai rencontré, je pense, une fois quand j'étais petite. Et je me souviens d'une seule chose. Si vous me demandez qu'est-ce que vous vous souvenez de vos grands-pères, je me souviens de ça. Et ça veut dire quoi, ça? En fait, ça veut dire une personnalité. Je me souviens vaguement de son visage. Après, j'ai reconstitué avec les... Mais je me souviens voilà, de sa présence et cette espèce de droiture. Donc, mon grand-père qui a finalement amené toute la famille de la Pologne au Brésil. Et pourquoi je porte... Oui, non, je me permets juste de dire pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas lu le livre que le grand-père de Déborah donc, est né dans la Pologne dans l'entre-deux-guerres. Il est dans les années 30 encore juif polonais et fuit évidemment la montée du nazisme et va parcourir à pied quand même de la Pologne au Havre pour embarquer complètement à l'aventure et se retrouver immigrant au Brésil. Et on a retrouvé au cours du travail qu'on a fait ensemble des documents justement qui attestaient de son embarquement au Havre et de son enregistrement et, quand il est devenu citoyen brésilien. Donc,
ça aussi, moi, elle me l'avait raconté brièvement quand on s'est rencontrés. Je me suis dit, mais quel destin incroyable. Et en plus, moi, au début, je me disais, Waldman, je croyais que c'était le nom qu'il s'était choisi lui-même, puisqu'il avait donc traversé les bois, qu'elle m'avait raconté que ça faisait partie de la mythologie familiale, ce chemin à pied, en se cachant à moitié et en survivant à peu près tout. Donc, vous comprenez bien que ça faisait quand même des choses où je me disais, mais c'est assez passionnant à raconter. Oui, et vous le racontez très bien. Alors, il y a aussi des documents fabuleux dans ce récit, c'est les lettres qui sont à peu près au milieu du livre. Il y a des photos, il y a des belles photos, et sur une photo, alors là, je vais faire une référence littéraire, mais il y a aussi une référence importante littéraire que vous faites avec votre grand-père. C'est le livre de Santiago Amigorena qui s'appelle Le ghetto intérieur, qui est disponible d'ailleurs maintenant au livre de poche chez Folio. Je conseille à nos amis de le lire parce que c'est un très beau livre. Et il sort d'ailleurs L'Exil. Je ne sais pas si c'est la suite, mais c'est à peu près la même thématique à la rentrée littéraire prochaine. Il y a aussi sur une des photos, à côté de Charlotte et de son mari, il y a un certain Maurice Genevoix. Donc, vous citez aussi Ceux de 14, un livre majeur qui va devenir majeur pour nous, mais voilà, c'est quand même incroyable. Et il y a des échanges, donc ces lettres sont incroyables. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez obtenu ces lettres? La chance qu'on a eue, c'est qu'on a donc travaillé avec le petit-fils de Charlotte Sohi, François-Henri Labbé, qui est celui avec lequel Déborah a fait ce travail de moine bénédictin sur la partition qu'elle évoquait tout à l'heure, et qui est celui qui avait beaucoup d'archives familiales, qu'il a mis à notre disposition avec une grande confiance, dont je le remercie encore pour tout le travail qu'on a fait. Et donc, parmi ces documents, il y avait cette fameuse photo avec Genevoix, qui moi tout de suite évidemment me suis dit ça c'est super parce que ça fait un personnage qui raccroche aussi Charlotte et Marcel à l'univers dans lequel ils évoluaient. Et en fait c'est le hasard, donc Marcel il est blessé en avril 1915 exactement comme Maurice Genevoix. Ils se retrouvent ensemble à l'hôpital de Verdun. Et au cours du travail, on a aussi, donc le petit-fils nous a fourni ces fameuses lettres qui retracent en fait, c'est les lettres que Charlotte écrit tous les jours depuis Verdun, où elle est partie retrouver son mari, dont on lui annonce, en fait, à un moment donné, ses parents lui disent il est blessé, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est vivant, elle sait à peine. Et ça se retranscrit en musique dans la symphonie, dans la musique de la symphonie. Mais elle décide de partir sur le front avec son père qui l'accompagne. Elle réussit à le rejoindre. Et là, en fait, elle va suivre sa convalescence de près. Et elle raconte dans ses lettres, parce qu'elle écrit tous les jours à sa mère et à sa belle-mère. C'était visiblement une cellule familiale très, très unie pour donner des nouvelles. Et elle dit, voilà, c'est très amusant de voir les mots qu'elle emploie pour parler de Genevoix, ce normalien très sympathique qui est blessé et qui vient parler avec Marcel. Et il y a cette belle photo. Et c'est vrai que comme on était déjà plongé dans le travail d'écriture au moment des commémorations du centenaire de l'armistice, on s'est replongé aussi beaucoup dans ces documents et dans cette époque qui a quand même été particulièrement tragique. Moi, je voudrais revenir avec Déborah sur la musique. Il est écrit dans le livre que la carrière de chef d'orchestre, c'est assimilé à un sportif de haut niveau. Ça, on y croit tous. Hein, voilà. Vous dites que ça se construit à long terme et ça se nourrit aussi de rencontres qui sont plus ou moins importantes. Est-ce que, donc j'imagine que François-Henri Labbé, c'est une rencontre importante qui vous a nourri. Est-ce que aussi la rencontre avec Pauline vous a nourri Absolument. Avec Pauline, je pense qu'on s'est trouvé une âme sœur. Mais oui, parce que sans se dire les choses, on se comprenait et puis on allait dans le même sens. Donc, c'était une vraie bénédiction de travailler avec elle, qui verront la suite. Vous avez envie d'écrire encore ensemble ou pas? Moi, je pense pas pour le moment, en tout cas. C'est-à-dire que là, on a fait quand même un peu comment dire, je pense qu'on ne pourrait pas refaire quelque chose sans se répéter ou voilà. Et puis moi, c'est vrai que la musique, c'est quelque chose de très important dans ma vie. Et donc, c'était assez fabuleux d'écrire un premier livre autour de la musique, mais ce n'est pas évident non plus. Et donc, peut-être que la prochaine fois, j'aimerais changer d'univers pour ne pas me répéter. Mais en revanche, c'est vrai que ces thématiques de parcours de vie, parcours de femme, c'était assez passionnant.
Et c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait m'inspirer pour une prochaine aventure. Mais peut-être qu'un jour, Pauline, vous deviendrez la biographe de Déborah Waldman. Qui sait? Je ne sais pas. Il y a aussi quelque chose de très important. Déborah, vous dites que quand vous avez quitté l'Argentine, la musique est devenue votre raison d'être. Oui, quand j'ai atterri en Argentine. Ouais. Parce que donc, j'étais un peu déracinée d'Israël, où pour moi, c'était... je n'ai pas décidé d'aller vivre en Argentine, c'était ça les points. Et j'ai donc atterri dans un lieu que je ne connais pas, avec les langues que je ne connaissais pas. Et c'est là où la musique est devenue ma raison d'être, puisque c'était mon oxygène. C'est là, vraiment, je me souviens que c'était au moment où j'ai décidé de devenir musicienne professionnelle, alors qu'avant, c'était une passion pour la musique, mais pas forcément d'en faire vraiment ma vie. Vous aviez quel âge la première fois que vous avez dirigé? Alors, j'avais 17 ans, parce que donc, ma mère, elle est chef d'orchestre, donc j'ai un modèle à la maison. Et ma mère, un jour, donc, elle a créé son orchestre en Argentine. Et moi, j'ai travaillé avec elle dans les coulisses. J'étais son bibliothécaire, son régisseur et aussi son assistant. Et un jour, à une répétition, elle m'a dit, pourquoi tu ne veux pas faire la répétition aujourd'hui? Je lui ai dit, ok, volontiers. Donc, j'ai appris la partition et j'ai dirigé. Et elle m'a dit, lors du concert, si jamais il y a un bis, tu le feras. Et il y avait un bis à la fin. Donc, c'était un moment assez intense pour moi parce que j'ai compris à ce moment-là que je voulais faire ça. Donc, j'ai eu une grande chance parce que ce n'est pas vraiment sur ça peut-être que je me projetais. Peut-être c'était flûtiste ou je faisais la flûte traversière. Mais vraiment, à ce moment-là, j'ai compris que c'est ça qu'il fallait faire. Vous continuez à jouer de la flûte ou pas? Non, en fait, là, j'ai vraiment pas le temps. Je joue le piano tous les jours et je travaille beaucoup les partitions, mais la flûte, je n'ai plus le temps. Pauline, je vous ai coupé, pardon. Non, je vous en prie. Je voulais rebondir sur quelque chose justement dans les parallèles entre Charlotte et Déborah qui sont vraiment apparus pour moi au cours de la recherche et de l'écriture. Il y a ce lien très fort avec leur mère. En fait, la mère de Charlotte, elle aussi, c'était une cantatrice amateur qui était bourguignonne d'origine, qui était un petit peu montée à Paris et qui avait fait ce beau et ce bon mariage avec un industriel aisé qui l'aimait énormément et qui lui donnait les moyens d'être cantatrice amateur, de monter des pièces de théâtre chez Eugène et Louis Morse, qui étaient des industriels de l'automobile, dans ce qui est l'ancêtre du théâtre du Ranelagh, en fait, et dans lesquels Charlotte se produisait quand elle était lycéenne, parce que Charlotte, elle avait un grand sens aussi de la théâtralité, de la scène. C'est quelqu'un qui écrivait des pièces de théâtre pour ses enfants. Et en fait, elle avait un lien avec sa mère très, très fort. Et je me suis aperçue au cours vraiment du travail avec Déborah d'entretien que Déborah aussi avait ce lien avec sa mère qui, elle aussi, toute petite, avait dit à sa propre mère, mais je voudrais être chef d'orchestre, et que sa mère lui avait dit, mais les chefs d'orchestre femmes, ça n'existe pas, et que sa mère a dit, je serai la première. Et donc finalement, c'est Déborah qui est la première femme chef d'orchestre nommée à la tête d'un orchestre national. Donc c'était très intéressant de voir qu'il y avait cette espèce de matriarcat assez doux, mais bien puissant dans leurs deux trajectoires. Et que, autre parallèle, elles avaient finalement un peu parfois mené les mêmes combats à un siècle d'écart, ce qui n'est pas franchement rassurant pour notre époque, mais c'est vrai que Déborah, elle a quand même aussi dû ouvrir certaines portes un peu de force pour construire sa carrière, et ce parallèle-là est intéressant aussi. Est-ce que, outre le défi humain, cette création mondiale, est-ce que c'est aussi un devoir de mémoire, Déborah? Pour moi, au départ, c'était faire connaître cette pièce parce que c'est vraiment une grande pièce de qualité musicale et je ne comprenais pas pourquoi on la jouait jamais. Et donc, je me suis posé la question, si ça existe, peut-être il y a d'autres compositrices qui ont écrit des musiques de valeur et qui ne sont pas connues. Et là, je me suis penchée beaucoup sur les livres de Florence Launay, compositrice française du 19e. Et ça ouvre une boîte énorme des compositrices, des talents, ne serait-ce que pour la France. Marie-Jaël, Mel Bonis, Augusta Holmes et plein d'autres œuvres, un continent musical à découvrir. Donc pour moi, ça a ouvert tout simplement cet œil. Et maintenant, c'est vrai que ça devient un peu tendance, mais surtout en disant, si jamais pour les lendemains, on pourra donner cet héritage à nos enfants,
il n'y aura plus une première femme chef d'orchestre en 2020. Il y aura tout simplement, ça serait naturel et les talents vont se succéder, voilà, et ça sera sur un autre registre. Alors, elle a été jouée 2 fois, cette symphonie. Alors, vous dites que c'est une symphonie classique. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est qu'une symphonie? Moi, je sais ce que c'est, une symphonie classique, mais est-ce que vous pouvez expliquer à ceux qui nous regardent ce que c'est? Oui, ça veut dire que la structure, elle est assez proportionnelle, elle garde les bonnes proportions, et le discours, il est organisé, disons. Mais même dans cette organisation, il y a des fantaisies, bien sûr. Sauf que la base, elle est bien organisée. Elle a une belle architecture. C'est ça que je voulais dire, dans le classique. Après, donc, elle compose 3 mouvements. Elle est une symphonie très autobiographique pour rebondir un peu sur Maurice Genevoix et la blessure de Marcel. C'est au 2e mouvement, on entend un coup de poing, des timbales. Et là, c'est vraiment la blessure. Après cette blessure, il y a un moment très languissant. Et au début du 2e mouvement, c'est un printemps parce qu'on sait qu'elle a eu son enfant entre le 1er et le 2e mouvement. Donc là aussi, on peut voir. Mais sinon, par rapport au discours, donc il y a les thèmes principaux, il y a dans les bases qui commencent et qui sera transformé et revenu tout au long de la symphonie, notamment à la fin, glorifié, un peu même douloureux, et d'autres thèmes qui apparaissent qui seront tous cyclés, donc un peu dans la structure de la symphonie en ré mineur de César Franck, que je vous invite à réécouter. Parce que pour vous, Charles Sohi est vraiment de la même lignée que César Franck? Oui, du coup, je me suis un peu intéressée à la symphonie française et donc je me suis fait une petite ligne de temps entre Franck, Dandy, Dukas et Charlotte, finalement, qui ont tous écrit une symphonie et Chausson aussi. Tac, 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 avec 3 mouvements, qui c'est quand même très étrange. D'habitude, c'est 4 mouvements. Et donc, ça m'a fait un peu dire, ou peut-être il y a quelque chose français à réécrire dans l'histoire. Moi, j'avais très envie d'aller écouter parce que j'ai lu. Et moi, je trouvais qu'elle était très visuelle, cette symphonie. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et du coup, quand je suis allée écouter un extrait, puisque j'ai eu la chance, on le trouve facilement sur Internet, on vous mettra les références, c'était exactement comme ça que je l'imaginais, peut-être un peu plus violente par moment. Moi, j'imaginais plus de cuivre. Je ne sais pas pourquoi, j'imaginais plus de cuivre. Mais en tout cas, moi aussi, ça m'a fait quelque chose de mettre de la musique sur des mots, en fait. Et ça, c'est très intéressant. Et ça, en tant que lectrice, ça m'a aussi touchée quelque part. Je veux juste préciser que le concert donc, du 1er juillet a été capté en direct par Radio France et on peut le réécouter pendant 1 mois. C'est disponible pendant 1 mois. Donc, si vous voulez écouter la symphonie in extenso, le programme qui était donné ce soir-là, qui était consacré uniquement aux compositrices, donc avec des pièces de Augusta Holmes, Mel Bonis et Marie Jaël. Et surtout, écoutez le magnifique silence qu'il y a eu à la fin de la dernière note de la symphonie. Je crois qu'il y a eu au moins 20 secondes d'un silence, mais vraiment, je pense que vous l'entendrez ému. Ça, les gens qui fréquentent les salles, les concerts de musique classique savent à quel point le silence après la musique, ça peut être encore de la musique. C'est tellement beau qu'en fait, on reste dans cette émotion partagée du concert. Et là, je crois que ce soir-là, il y a eu vraiment quelque chose de beau. Donc, c'est disponible pendant 1 mois. Quelle a été la réaction du petit-fils de Charlotte quand il a lu votre livre? Il a été très heureux, je crois. Enfin, je ne veux pas parler en son nom, mais sinon, il a été ravi. Alors, on a évidemment fait, il y avait des choses à corriger, certaines erreurs factuelles ou des choses qu'il voulait préciser. Donc, on a fait un important travail ensemble aussi. Mais non, il a été vraiment très heureux. Et c'est vrai qu'au concert donc, de jeudi dernier, on a fait une signature à l'issue des concerts à laquelle on a pu voir certains des autres petits-enfants de Charlotte Sohi, puisqu'elle a eu 7 enfants, donc une nombreuse descendance, et dont certains sont musiciens d'ailleurs, dans les arrière-petits-enfants. Et les petits-enfants, donc ceux qui avaient connu leur grand-mère, elle est morte assez jeune, Charlotte Sohi, donc ils n'ont pas connu très longtemps, mais ils étaient très heureux, ils m'ont dit qu'ils la retrouvaient complètement, alors que de ce qu'on a compris aussi, c'était pas du tout une grand-mère gâteau,
tôt, hein. C'était une femme qui vivait quand même beaucoup dans sa musique, dans ses partitions, dans cette fusion aussi bien sentimentale que artistique avec son mari. Et j'ai pu interviewer par exemple une dame qui l'avait eu comme professeure de musique pendant la Seconde Guerre mondiale, et elle me disait qu'elle était quand même assez impressionnante comme personnage. En plus, c'était quelqu'un qui était grand. Elle mesurait 1,78 m, je crois. Et oui, pour l'époque, on dit ça, mais c'est vrai que c'était une grande femme avec ce visage à la fois, comme moi je trouve, à la fois lumineux, mais quand même aussi un petit peu austère par certains aspects. Et donc voilà, c'est vrai que cette confiance de départ de la famille et cette joie qu'ils ont aujourd'hui à voir le livre exister nous fait très plaisir. Il faut aussi penser que lui, ça fait donc 40 ans qu'il parle au monde entier de ses partitions et que personne ne l'écoutait. Et donc là, d'un coup, tout arrive et je pense qu'il est très gratifié. Est-ce qu'on peut dire, Déborah, que vous êtes l'ange gardien de cette symphonie oubliée? En tout cas, je suis la première à l'avoir défendue, ça c'est sûr. Et puis justement, après l'enregistrement, j'espère qu'elle soit jouée dans le monde entier. Il y a déjà des projets, peut-être pour la saison 22-23, dans les orchestres des régions. Donc là, ça me fait très plaisir de la faire connaître. Et alors, vous l'avez joué 2 fois. Est-ce que les réactions, pour vous, Déborah, en tant que chef d'orchestre, ont été les mêmes, ou il y en a une? Bon, j'imagine que la première a été plus forte en émotion que la seconde, ou ça se vaut? Non, à chaque fois qu'on la joue, en plus, pour moi, avec l'Orchestre national, il y a une grande histoire, puisque j'étais assistante des courses Mazur il y a 15 ans. Et c'était la première fois que je l'ai dirigée en tant que chef. Et juste avant de monter sur scène, il y a le régisseur qui me dit quel parcours depuis le concours d'assistante. Et c'est vrai que c'est là que je me suis rendu compte, en fait, de ce qui était en train de se passer. Et pour l'accueil des musiciens, là, j'étais très heureuse parce que les musiciens de National m'ont dit que c'est une pièce agréable à jouer et que ça leur laisse vraiment la liberté de s'exprimer. Donc, plutôt très bien accueilli. Cette symphonie va sortir, alors je ne sais pas si ça existe encore le disque, le CD, je ne sais pas comment on dit, est-ce que ça va sortir matérialisé ou pas du tout? Oui, alors il y a des projets justement avec les Palazzetto Bruzzane, puisque ce concert était donc la finale de leur festival à Paris. Et on a enregistré pour un CD qui va sortir dans leur coffret en 2022-23, la saison où il y aura cette symphonie, c'est un grand coffret compositrice. Ça, c'est important aussi. Parce que ça va se matérialiser quelque part. Oui, enfin, il y aura cette référence. Et après, il faudra faire, de toute façon, à chaque fois qu'on travaille une pièce, il faudra faire le travail. Mais si le Palazzetto Bruzzane, c'est donc une institution privée totalement mécénée par Madame Bru, qui a été créée il y a plus de 10 ans pour se dédier vraiment au répertoire de la musique française de cette époque, en fait, fin 19e, début 20e. Ils font un travail extraordinaire, justement, de redécouverte de partitions oubliées, pas seulement des femmes, hein, des hommes aussi, de compositeurs méconnus, d'édition, de biographies. Ils font des livres-disques absolument magnifiques et d'une grande qualité. Et je me permets de les citer parce que c'est vrai que c'est grâce à eux aussi et c'est du mécénat quand même, que ce concert a existé, qui a eu une très bonne biographie de Mel Bonis, qui était une compositrice dont Charlotte Sohi a été l'élève, qui est parue cette année. Et donc, ils font énormément pour ce travail de redécouverte. Et c'est aussi grâce à ça que Déborah a pu rencontrer des gens qui ont accepté d'écouter Charlotte Sohi, parce que si ce n'était pas un petit peu soutenu par des institutions comme ça, on aurait l'impression que la musique n'en vaut pas la peine. Donc oui. Ça, c'était important aussi pour nous d'avoir des interlocuteurs qui posaient un peu, qui montraient que la musique était de qualité et qui croyaient au projet. Est-ce que ce livre, il aurait pu s'appeler autrement que La Symphonie oubliée? Ah ça, moi, j'avais un autre titre au départ. Je ne sais pas si... Très bien, hein. Très bien, je pense qu'on est très contente, et c'est aussi ça grâce à l'aide de notre éditrice que je veux aussi citer, Françoise Delivet chez Robert Laffont, parce qu'elle aussi, elle a cru au projet tout de suite, hein, avec vraiment un synopsis écrit qui devait faire une feuille Word recto verso, pas plus.
Et tout de suite, elle nous a rencontrés, et elle a signé le projet, ce qui nous a permis de travailler de manière sereine, puisqu'on avait un éditeur qui nous soutenait, et ce n'est pas si fréquent. Et au départ, moi, je l'avais intitulé, mon titre de travail, c'était Ut dièse mineur, parce que c'est la tonalité de la symphonie de Charlotte, et que c'est une tonalité assez rare, et que je trouvais ça très poétique, moi, Ut dièse mineur. Mais après, petite réflexion marketing, on s'est dit que la symphonie oubliée, c'était un petit peu plus explicatif d'emblée. Mais voilà. Et puis plus littéraire aussi. Oui. C'est quand même beaucoup plus glamour, faut admettre. C'est ça. Non, mais voilà, je remercie Françoise qui nous a aidé à trouver le bon titre. Avant d'oublier, je voudrais quand même rappeler que Déborah, elle est directrice musicale de l'Orchestre national Avignon-Provence. Hein, ça, c'est depuis 2020, hein, c'est ça. Hein, c'est... Voilà. Okay, bon, non, justement, oui, il y a des questions. Il y a des questions pour Déborah. Et il y a Lola déjà qui commence en disant « Moi, je joue, mais qu'est-ce qu'il faut faire comme étude Est-ce qu'on commence toujours par jouer et qu'est-ce qu'il faut faire comme étude pour devenir chef d'orchestre ?» Alors, les chemins sont multiples, comme les personnes, puisqu'il y a beaucoup de chefs et chacun y arrive par une façon. Personnellement, moi, j'ai commencé par jouer un instrument et puis après, c'est arrivé la direction. Il y en a, souvent c'est comme ça, souvent on joue de toute façon, ou bien on chante, mais on fait de la musique au départ et puis à un moment on se rend compte que ça nous aspire, qu'on a envie de plutôt diriger les gens pour qu'eux ils produisent les sons et pas produire les sons soi-même, ce qui est quand même une autre approche. Et vous jouez d'un instrument, mais le parcours... Alors, le parcours classique, on commence les conservatoires, puis après la direction d'orchestre, parce que forcément, à un moment, il faut arriver devant un orchestre, pas tout de suite l'engagement est un professionnel, donc il y a des classes de direction d'orchestre au Conservatoire de Paris. Moi, j'ai commencé donc en Argentine, puis après, j'ai fait les conservatoires de Paris. Après, il y a les postes des assistants qui sont précieux pour vraiment, c'est comme les stagiaires médecins, et comme les copilotes. Et puis après, à un moment, on se sent mûr et on se lance. D'accord. Ça dure combien de temps alors avant que ça... C'est combien ça dépend des gens, mais moi, ça durait beaucoup parce que je voulais me perfectionner. Donc, vraiment, mon concours avec l'assistance, je l'ai passé à 28 ans. Et avant ça, pour moi, j'ai travaillé, j'ai étudié, voilà. C'était mettre en bagage. Alors, il y a une blogueuse très fidèle qui est là et qui demande y a-t-il beaucoup de partitions oubliées? Vous l'avez un peu abordé d'ailleurs, écrites par des femmes, et elle pense notamment à Fanny Mendelssohn qui composait ou était reprise par son frère Félix, mais jamais vraiment jouée elle-même. Et donc, vous avez un peu parlé de toutes ces femmes qu'on a oubliées. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait? Oui, notamment, donc, il y a plusieurs associations, il y a notamment Présence féminine, Présence compositrice, ça s'appelle maintenant. C'est le festival donc, qui a tout lancé en 2013. C'est Claire Baudin, elle œuvre beaucoup pour les compositrices. Il y a un peu plusieurs entités qui se sont nées à ces sujets et au service de ces sujets. Donc, Claire Baudin avec Présence compositrice. Elle a d'ailleurs un grand catalogue demandé à Clara sur le net. Si vous voulez chercher des pièces pour compositrices, vous trouvez. Et, il y a Héloïse Luzzati, donc, qui fait son festival à ce moment, Un temps pour elle, dans la région parisienne, c'est la musique des chambres. Et il y a évidemment donc, les palazzetto. Et après, il y a aussi des personnalités engagées. Donc, moi-même et puis d'autres personnes qui sont tout simplement qui l'ont pris comme mission. Et si je peux répondre sur la question de l'oubli plus particulier des femmes compositrices, c'est vrai que c'est réel, hein, parce qu'il y a des partitions oubliées de compositeurs, mais les femmes ont été plus oubliées pour des raisons vraiment historiques que décrypte très bien Florence Launay, qui est une des musicologues avec laquelle on a travaillé, qui explique que donc justement, par exemple, après la Première Guerre mondiale, il y a paradoxalement un effet de retour de balancier, en fait, un peu de retour en arrière par rapport à la place qu'avaient conquise les femmes avant et pendant la guerre, comme si les hommes qui avaient eu peur de mourir et s'étaient aperçus qu'on pouvait les remplacer reprenaient un peu leurs droits après-guerre. Chez Charlotte Sohi, on l'observe finalement dans la deuxième partie, donc dans l'entre-deux-guerres, elle va finalement plus se consacrer aussi à soutenir la carrière de son mari. Elle continue à écrire, elle se bat pour faire jouer l'opéra, mais on sent qu'elle est quand même plus en retrait que peut-être avant la guerre. Et puis, il y a beaucoup de femmes, vous mentionniez Fanny Mendelssohn,
Clara Schumann, il y a beaucoup de femmes qui se mettent en retrait par rapport à un personnage qui prend l'ascendant parce qu'elles ont la conscience du génie, mais en fait, au lieu de défendre aussi leur génie ou leur talent, elles vont se consacrer, donc c'est le cas de Clara avec Robert Schumann, c'est le cas de Fanny Mendelssohn, et là on a des lettres très précises de Mendelssohn qui explique à sa mère, je crois, ou à son père qu'elle ne peut pas continuer à composer parce que de toute façon, sa vocation sera ailleurs, elle sera prise par les devoirs de son ménage et c'est hors de question qu'elle continue. Mais même la sœur de Mozart, si on va par là, ne composait, je ne sais plus si elle composait, mais en tout cas, elle chantait, c'était une artiste. Et donc, en fait, il y a quand même aussi beaucoup de femmes qui ont été un peu prises par l'ombre de leur mari, de leur frère, et dont on a oublié la musique parce qu'il n'y avait pas de place pour deux personnalités célèbres au sein de la même famille. Alors, on va passer complètement à une autre question. Claude demande si vous envisagez, je vais y arriver. Si vous envisagez de diriger cette symphonie avec un orchestre en région, par exemple celui de Mulhouse. Il doit habiter à Mulhouse, Claude. Donc là, je sais qu'il y a des projets à Lyon. On est en train de le proposer partout. Donc, si Mulhouse sont partants, il y en aura. À l'heure actuelle, il n'y en a pas, mais on va ouvrir pour. En tout cas, c'est à Mulhouse qu'a été créé l'opéra de Charlotte Sohi en 1947, qui s'appelle Justement, ça serait légitime alors. Il y aura peut-être un petit aussi retour de l'histoire à un moment donné avec Mulhouse. Ouais. Alors, retour de notre blogueuse préférée, Sperilito, qui dit « Nathalie a cité le ghetto intérieur. Je pense soudainement à Sonate pour Aya de Luis Valente, paru aux Escales. Une histoire entre l'Allemagne nazie, le Portugal et le Brésil autour d'une partition. » Voilà, c'est un conseil de lecture qui nous vient volontiers, parce que je ne connais pas du tout et d'emblée, ça donne très envie. Alors, je vous rappelle le titre, Sonate pour Aya, H-A-Y-A, de Luis Valente. Paru aux Escales. Je le remettrai aussi sous la vidéo, ne vous inquiétez pas. Oui, voilà, on remettra sous la vidéo. Moi, j'aimerais beaucoup, Déborah, que vous nous disiez un petit mot de Démos, parce que je pense que Démos, ce n'est pas très connu, et vous avez participé à la Philharmonie, à ce projet, qui est un peu, on va dire, un petit frère de El Sistema. Peut-être raconter, puisque vous venez d'Amérique du Sud, qu'est-ce que c'est El Sistema et nous dire en quoi ça aide les enfants au niveau de la musique. Oui, avec plaisir. Donc, Demos, c'est un dispositif d'enseignement musical à vocation sociale en France. Et effectivement, donc, c'est inspiré d'El Sistema. El Sistema, c'est disons, un système donc, d'enseignement de musique classique aux enfants qui ne seront pas approchés à elle naturellement. Alors, c'est très différent en France ou au Venezuela pour beaucoup d'aspects, mais notamment qu'en Venezuela, les enfants, ils n'ont pas à manger. Donc, ils viennent là-bas parce qu'ils sont payés et certains, avec cet argent, ils nourrissent leur famille. Donc, il y a vraiment, chez nous, à Demos, ils ont à manger et ils viennent vraiment pour avoir une autre chose dans leur vie. Mais les décalages, et bien sûr qu'ils ne sont pas payés en France. Mais donc, en France, ça a commencé il y a 10 ans, à peu près. Nous, il y avait 4 orchestres, on était 2 chefs. Et l'objectif, donc, c'est d'amener cette musique dans les quartiers, musique classique. On leur donne des cours gratuitement. C'est des cours en groupe. Et au bout de 3 ans, donc les cycles de démos, ça dure 3 ans, si ils ont accroché, ils rentrent dans les conservatoires et l'instrument leur est offert. Donc, en fait, c'est vraiment une grande étape de sensibilisation vers des personnes qui ne sauraient pas naturellement aller vers la musique classique. Après, Demos se compose aussi parce que c'est pas juste nous, on vous donne la musique classique, c'est aussi on écoute. Donc, Demos a aussi l'ouverture des musiques du monde. Et on joue donc du Verdi, on joue de Mozart, Lully, bien sûr, mais on joue aussi la musique des Balkans, la musique, une chanson arabe, ou plein de musiques dites du monde. Et ça veut dire une grande ouverture. Après, donc, c'est vrai que j'ai fait partie des Demos 10 ans à Paris. Et là, quand j'ai été nommée à Avignon, je me suis dit, il faut le faire à Avignon. Et là, cette semaine, je suis très heureuse de vous annoncer qu'on va faire des monstres à Avignon grâce à une mécène qu'on a trouvée. Et ça va commencer donc en septembre.
Magnifique. Alors, il y a Claude qui nous précise qu'elle essayera de parler de cette idée au service communication de l'orchestre. C'est une femme, hein, Claude, malgré son prénom masculin. Elle habite à côté de Mulhouse, où le projet Demos est en cours. Ah, ben voilà. Voilà. Donc, parce que pour vous dire qu'il y a 10 ans, on était 2 chefs et 4 orchestres, et aujourd'hui, il y a 30 orchestres, donc 30 chefs. Et puis, je sais que le projet, c'est de vraiment agrandir à 60 orchestres d'ici à 3 ans. Il faut dire que c'est un projet en tout cas celui qui est parti du Venezuela, est parti de 15 élèves qui recevaient chacun un instrument et qui jouaient ensemble et qui apprenaient à jouer en orchestre, et qu'il y a aujourd'hui 470 000 enfants qui ont été formés à la musique et ont donné naissance à beaucoup de musiciens professionnels et à quelques chefs, dont Gustavo Dudamel est un des plus célèbres. Voilà. C'était important de le préciser parce que c'est une musique que l'on croit réservée à une élite et enfermée dans des belles pièces où c'est très cher d'aller, mais il y a des choses qui se passent avec la musique classique et notamment avec les chefs. Oui, totalement. Il y a beaucoup de choses, donc c'était important. J'aimerais bien vous faire une petite incursion dans un petit extrait. Alors, ça va être un très petit extrait, ça va être un peu frustrant. Si j'arrive à vous mettre l'extrait, voilà, ça serait bien que je partage. Voilà, je vais vous mettre ça. C'est frustrant d'arrêter là. Oui, c'est frustrant. Je suis vraiment désolée parce que c'est une symphonie d'une très grande beauté. Et donc voilà, c'est très, très frustrant. Et d'ailleurs, je n'arrive même plus à l'arrêter. Avant que j'oublie, est-ce que Pauline peut nous faire un conseil lecture et Déborah aussi, pendant que Frédéric se bat avec sa technique? Alors oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Oui, alors moi j'ai choisi, attendez, je vais le prendre. Moi j'ai choisi un petit avant-goût de la rentrée littéraire à venir. Donc il va falloir encore patienter un petit peu, mais alors je ne sais pas si ça s'affiche à l'endroit, mais en tout cas c'est Les Bourgeois de Calais de Michel Bernard. Justement, Michel Bernard, un auteur que j'aime énormément, que j'ai lu et relu pendant l'écriture de la Symphonie oubliée, puisqu'il a consacré un livre à Ravel pendant la Grande Guerre. Donc, c'était
tout à fait stimulant de se plonger dans l'univers qu'il avait su décrire. Et donc là, il raconte la genèse en fait de la sculpture bien connue de Rodin, Les Bourgeois de Calais. Il est parti un petit peu comme nous, j'allais dire, en me comparant modestement à Michel Bernard. Non, mais je n'oserais pas, mais il est parti de la correspondance entre Rodin et j'ai oublié le nom exact, mais le maire Omer de Wavrin, donc le maire de Calais à l'époque, qui a joué un grand rôle dans la commande de cette sculpture, et aussi sa femme. Et il en tire un livre qui est, comme d'habitude avec Michel Bernard, d'une grande beauté, d'une grande sensibilité. C'est avec une prose très classique, mais pour moi, la langue de Michel Bernard, c'est vrai que c'est une des écritures que j'aime le plus actuellement. Donc voilà, j'étais très contente de voir qu'il y avait une nouveauté dans cette rentrée littéraire, et ce livre-là est particulièrement réussi. Et c'est l'éditeur, Pauline? Ah pardon, La Table Ronde. Parfait. Je remettrai aussi la référence. Est-ce que Déborah a un conseil lecture aussi? Oui, donc je suis allée aller chercher. C'est les livres sur Marie-Jaël, qui s'appelle donc « Je suis un mauvais garçon ». Et en fait, c'est un journal d'une exploratrice des rythmes et des sons chez Arfouillen. Et en fait, c'est une récompilation de ces lettres. Moi, ce qui m'a beaucoup frappée, parce que j'avais lu les lettres des Liszt ou des fois des Berlioz, et puis trouver quelque chose comme ça, dit par une femme avec une telle vigueur, avec une telle fantaisie, avec une ferveur, avec une telle aspiration, et surtout un amour inconditionnel vers son art, c'est un livre qui m'inspire beaucoup. Parce que Marie-Jaël, il faut peut-être que tu dises qu'en plus d'être une compositrice oubliée, c'était, si je ne me trompe pas, une virtuose du piano très, très connue à l'époque. Totalement. Oui, justement, et donc, ça fait partie des femmes qui étaient totalement respectées dans son milieu, et dont on redécouvre aussi les œuvres qui sont vraiment très, très belles. La sonate pour piano et violoncelle qui a été jouée au concert de jeudi dernier est absolument magnifique. Ben moi, mon conseil lecture, ça sera La Symphonie oubliée de Pauline Sommelet et de Déborah Waldman. Je vous engage vraiment à une sortie chez Robert Laffont. Vraiment, allez vous procurer ce récit, parce que vous allez vivre cette symphonie par les mots, mais vous allez aussi voir deux destins de femmes assez extraordinaires, et je ne vous le dis pas parce que vous êtes là. S'entrecroisent. Ce parallèle est vraiment très bien fait, et une prouesse littéraire de Pauline Sommelet qui est assez incroyable. Je voudrais juste faire un clin d'œil à notre amie Adélaïde de Carmontonnerre qui a œuvré pour cette rencontre, donc on la remercie aussi. On remercie les éditions Robert Laffont. Nous, on se retrouvera lundi pour la dernière rencontre de la saison, et ça sera avec Thibaut Bérard pour son livre Les enfants véritables, qui est sorti aux éditions de l'Observatoire. Mesdames, je vous remercie mille fois d'avoir été là. Merci à vous. Je vous souhaite de bonnes vacances et de bons concerts à venir, j'espère. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.